Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EcoVerte, votre rendez-vous consacré aux questions économiques, environnementales et développement durable. Dans ces numéros de votre magazine, nous nous intéressons aux enjeux majeurs pour la protection de notre écosystème, la justice environnementale, mais aussi la création de parquets environnementaux en République démocratique du Congo. Face à la déforestation, à la pollution et aux multiples atteintes de la nature, la question se pose: comment renforcer l'action de la justice pour protéger efficacement notre environnement? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Maître Félix Credo Lilakako, qui est président du conseil d'administration de Juristes pour l'environnement au Congo, Juréconcile. Avec lui, nous allons revenir sur les enjeux, défis et perspectives liés à cette réforme importante pour l'avenir environnemental en République démocratique du Congo. Bonjour maître, bienvenue dans EcoVerte. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Voilà, comme je le disais à l'ouverture de ces numéros de votre magazine, avec maître Félix Credo Lilakako, nous allons aborder la problématique de la justice environnementale, mais aussi la création des parquets environnementaux en République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, maître, qu'entendons-nous de la justice environnementale et pourquoi cette notion plutôt, devient-elle essentielle aujourd'hui en République démocratique du Congo? Merci madame. Lorsqu'on parle de la justice, la première idée qui revient à l'esprit, c'est l'idée de l'équité, c'est l'idée de l'éthique, c'est l'idée du respect des textes. Et donc la justice aujourd'hui est vue comme étant une institution, une entité chargée effectivement d'appliquer la loi, c'est-à-dire de suivre l'exécution d'une loi, d'appliquer, d'infliger des sanctions là où il y a violation. Et cette notion de justice, d'équité, n'est pas seulement liée au secteur de l'environnement, mais c'est une notion qui est transversale, qui s'applique à tous les secteurs. Et dans le secteur de l'environnement, il est tout à fait important aujourd'hui de parler de justice environnementale, d'autant plus que dans la gouvernance, dans la gestion des ressources naturelles, que ce soit les forêts, que ce soit la biodiversité, les mines, ainsi de suite, il y a des règles qui sont édictées. Et donc, il est tout à fait important d'en assurer le suivi dans l'application pour que les ressources naturelles que nous avons, surtout des ressources naturelles qui sont appelées à disparaître et autres, soient bien gérées. Et aujourd'hui, maître, quels sont les principaux crimes environnementaux auxquels le pays, la République démocratique du Congo, fait face? Alors, pour parler des crimes environnementaux, il faut d'abord rappeler que la RDC figure parmi les États qui ont ratifié plusieurs textes internationaux liés à la protection de l'environnement, de la biodiversité, ainsi de suite. Il s'agit des conventions internationales, comme la convention qui est chargée effectivement de la lutte contre le changement climatique, la convention sur la diversité biologique, ainsi de suite. Et donc, ce sont des textes que l'RDC a ratifiés au niveau international, et pour lesquels le pays a l'obligation de les transposer au niveau national. Et donc, en les transposant dans l'arsenal juridique national, le pays prévoit également des sanctions en cas de violation. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, les infractions environnementales sont classées par secteur. Dans le secteur forestier, il y a des infractions spécifiques au secteur forestier, dans le secteur de la biodiversité, ainsi de suite. Le secteur forestier, par exemple, il y a des principes qui sont appelés à être pris en compte dans la gestion de forêts, notamment pour l'obtention des titres pour l'exploitation d'une forêt ou pour la conservation, pour le respect des normes d'exploitation, ainsi de suite. Et donc, la violation de chaque principe prévu par la loi, notamment le code forestier, la loi sur la conservation, ainsi de suite, appelle à des sanctions. Et donc, il y a par exemple l'exploitation illégale lorsque une personne physique ou une personne morale s'adonne à l'exploitation du bois sans avoir des titres requis par la loi, sans avoir l'autorisation lui accordée par le ministère en charge de forêt. La loi prévoit effectivement des sanctions. Et donc, ces sanctions-là
sont appelés à être appliqués par les cours et tribunaux, par les juridictions, ainsi de suite. Mais maître, je vous ai entendu parler de plusieurs conventions ratifiées par le pays et plusieurs lois, mais qu'est-ce qui freine encore dans notre pays, surtout au niveau de l'applicabilité de ces lois-là et de ces conventions ratifiées par le pays? Oui, effectivement, c'est une question pertinente, d'autant plus qu'il y a d'un côté la loi, c'est-à-dire que le pays a ratifié plusieurs textes au niveau international et ces textes ont été effectivement transposés dans l'arsenal juridique national, mais les problèmes, les grands défis qu'on vous le soulevez, c'est un problème d'application. Et pourquoi c'est un problème d'application? Parce que primo, avant d'appliquer la loi, il faut d'abord que la loi soit connue. Il est important que les publics connaissent la loi. Donc la majorité des lois ne sont pas connues par le public. Surtout des textes en matière environnementaux, la majorité n'est pas encore connue. Il est donc assez important de renforcer l'action de la sensibilisation pour apporter l'information au public, pour que le public sache qu'effectivement, d'un côté, il y a la nature qu'il faut protéger pour le maintien de l'environnement, de la biodiversité, mais il y a de l'autre côté aussi qu'il y a des sanctions. Et donc, il faut tout à fait développer des séances de sensibilisation, d'information des populations, des communautés par rapport à cela. Le deuxième élément, c'est aussi le rôle que devait jouer l'administration. L'administration non seulement forestière, mais aussi d'autres administrations dont les activités ont une incidence sur l'environnement. Ces administrations devraient nécessairement connaître la loi, connaître ce qui est prévu par la loi et connaître comment est-ce qu'elle devait jouer un certain rôle. Parce que avant que les questions environnementales, forestières, biodiversité et autres ne soient traitées par les cours et tribunaux, la loi reconnaît aux administrations de manière spécifique le rôle à jouer. Vous verrez par exemple au sein du ministère en charge de forêt, il y a toute une cellule qui est chargée des contentieux de vérification. C'est-à-dire la cellule est chargée effectivement de suivre l'application de la loi, soit au niveau des cours et tribunaux, soit au niveau de forêt, soit au niveau des aires protégées, ainsi de suite. Et ce travail est fait en amont. C'est-à-dire qu'il est important de renforcer la sensibilisation de ces acteurs sur des questions liées effectivement à la protection de la forêt, de la biodiversité, mais aussi de renforcer leurs capacités. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un inspecteur forestier fasse son travail, la loi dit et des mesures d'application qui doit être dotée d'une tenue. Et donc, non seulement qu'il y a un problème de l'information apportée, mais c'est un problème de capacité. Il faut renforcer les capacités à la fois techniques, mais aussi matérielles et aussi financières, pour leur permettre de faire effectivement le travail. Et le troisième niveau de réflexion, c'est surtout l'application de la loi par les cours et tribunaux. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les pays peuvent beau ratifier les textes environnementaux au niveau du Parlement, les pays peuvent beau sensibiliser la population, mais il est important qu'il y ait de la sanction. Oui. La sanction qui devrait jouer un rôle... Qu'est-ce qui freine, en fait? À la fois, voilà, la sanction devrait jouer un rôle à la fois dissuasif pour que les gens sachent qu'en cas de violation, il y a une sanction. Exactement. Et aujourd'hui, le constat est que les cours et tribunaux ne jouent pas assez ce rôle-là. Mais est-ce qu'on doit imputer cette responsabilité aux cours et tribunaux? Est-ce que les cours et tribunaux rencontrent des difficultés pour qu'ils ne puissent pas appliquer ces lois-là et ces sanctions-là auprès de ceux qui commettent des crimes contre l'environnement? Effectivement, parce que nous avons des magistrats bien formés à l'université, bien formés au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont en train de travailler. Mais ce qui est important à renforcer, c'est la spécialité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une catégorie de magistrats spécialistes sur des questions environnementales, autant qu'il en a aujourd'hui sur des questions de commerce. Vous voyez, il y a un tribunal de commerce, quand vous y arrivez, vous trouvez des magistrats qui sont spécialisés sur ces questions et qui tranchent des questions liées aux aspects de commerce. Il y a des tribunaux en matière de travail où il y a des magistrats qui sont spécialisés sur des questions de travail. Autant il y en a pour les questions de l'enfant, ainsi de suite. Et donc, il est important aujourd'hui de renforcer les capacités des magistrats, de leur doter à la fois des outils, des lois, des conventions, des mesures d'application sur des questions environnementales, mais aussi de leur doter effectivement des capacités nécessaires, c'est-à-dire renforcer leurs capacités à travers des formations, des séminaires, pour leur permettre de jouer un rôle assez important dans l'application de la loi.
Mais ce n'est pas seulement question de magistrats, c'est aussi des avocats. Parce qu'en fait, devant les magistrats, se tiennent des justiciables, mais qui sont appuyés par des avocats. Donc, il est assez important aujourd'hui pour assurer une bonne application de la loi en matière environnementale, pour permettre au pays qui est qualifié de pays solution dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité, de jouer son rôle là, c'est d'assurer que la justice soit effectivement outillée, la justice joue effectivement son rôle. Comme je l'ai dit, on ne va pas faire porter toute la responsabilité aux cours et tribunaux, mais c'est d'assurer que les cours et tribunaux aient aujourd'hui les moyens de leur politique, les moyens pour que leur action soit efficace sur le terrain. Maître, moi je voudrais revenir sur la sensibilisation des populations surtout. Vous savez, la plupart des populations, il y a aujourd'hui ceux qui ne connaissent pas que si je commets cet acte, c'est un crime contre l'environnement. Mais comment est-ce que les autorités peuvent faire pour sensibiliser davantage les communautés qui peut-être ne savent pas commettre des crimes du jour au jour? Oui, effectivement, parlant des communautés, je parle des communautés locales, des peuples autochtones, mais aussi toute la population. Il est important que la population soit informée. Il y a un principe en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Ce principe se heurte à une difficulté selon laquelle on ne peut pas l'opposer à quelqu'un qui n'a jamais vu la loi, qui n'a jamais entendu parler de la loi. Exactement. Et donc il est important de renforcer le travail qui font par exemple les organisations de la société civile pour la sensibilisation du public, non seulement dans les milieux urbains, mais aussi dans les milieux périurbains, dans les milieux ruraux. Il faut définir une certaine stratégie, mais il faut aussi que cette stratégie soit accompagnée par des moyens efficaces. Parce qu'une organisation de la société civile, si spécialiste soit-elle sur des questions d'information, d'accès ou de sensibilisation de la population, ne saurait pas atteindre ces résultats si elle n'a pas la possibilité d'aller vers les populations, d'aller aux côtés de la population, de sensibiliser la population, d'apporter l'information. Et donc, la sensibilisation est une des stratégies assez importantes qui devait être mise en place par l'État, mais aussi par les organisations de la société civile et aussi par les partenaires qui appuient l'État effectivement dans la gestion durable des ressources naturelles. Surtout les organisations de la société civile, parce qu'eux, ils sont dans la plupart des cas sur terrain. Effectivement, nous saluons un travail qui est en train d'être fait par les organisations de la société civile dans sa pluralité, d'apporter l'information aux populations, mais nous insistons sur le fait qu'il est assez important de renforcer leurs capacités, non seulement sur les questions techniques, mais aussi sur les questions de la logistique, des moyens financiers, pour leur permettre d'atteindre effectivement ces populations. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous recevons sur ces plateaux Maître Félix Ly Credo-Lilakako, qui est PCA des juristes pour l'environnement au Congo. Avec lui, nous abordons la question de la justice environnementale, mais aussi création de parquets environnementaux en République démocratique du Congo. Maître, pour poursuivre notre échange, qu'est-ce qu'un parquet environnemental et quel est le rôle pourrait-il jouer dans la protection de l'environnement dans le pays? Très bien. Nous avons dit que quand on parle de la justice dans sa globalité, cela renvoie à une institution qui est chargée d'appliquer la loi. Et cette institution a deux bras. Il y a d'un côté le parquet, de l'autre côté les tribunaux. Alors, dans notre réflexion, nous pensons qu'aujourd'hui, l'application de la loi en matière environnementale nécessite une implication assez forte de cours et tribunaux. Et cela devait être fait non seulement par une forte sensibilisation, un renforcement des capacités techniques des magistrats, de juges, ainsi de suite, mais aussi par un renforcement institutionnel au niveau des cours et tribunaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est important que la RDC se dote des institutions spécialisées sur des questions environnementales. Et cela n'est pas une pure invention parce que cela est prévu par la Constitution. La Constitution dit qu'une loi peut créer des juridictions spécialisées. Et donc aujourd'hui, il est possible, et nous avons vu que la ministre actuelle en charge de l'environnement avait déjà lancé les réflexions pour amener les députés, les sénateurs à accompagner l'idée de doter la RDC des juridictions spécialisées en matière environnementale. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir d'un côté des parquets environnementaux, mais aussi des tribunaux environnementaux. Quel serait le rôle des parquets environnementaux? Les parquets, de manière globale, ont pour mission de rechercher les infractions, de poursuivre leurs auteurs et de les déférer devant les juges. Alors aujourd'hui, si nous avons des magistrats du ministère public spécialisés sur des questions environnementales, c'est eux, ces magistrats-là,
qui auront pour mission de rechercher des infractions. Nous savons que les magistrats ne travaillent pas seuls. Il a ses bras, les OPJ, les officiers de police judiciaire, les APJ, ainsi de suite. Il peut, lui, les magistrats, se servir des OPJ, d'abord à compétences restreintes, qui sont des OPJ qui sont au sein du ministère de l'Environnement, au sein de l'ICCN, ainsi de suite. Donc, il peut les requérir pour rechercher des infractions. Et donc, là, nous aurons la facilité d'avoir des gens, des mains du ministère public, qui descendent sur le terrain, qui recherchent des infractions et qui les ramènent. Une fois que les infractions arrivent au niveau du parquet, le parquet instruit, et lorsqu'il constate qu'il y a des charges, il amène les dossiers au niveau des cours et tribunaux. Au niveau des tribunaux, là, nous aurons des juges spécialisés sur des questions environnementales qui vont juger les auteurs des violations, des crimes graves en matière environnementale. Et maître, comme vous avez dit, donc la création de parquets environnementaux est considérez-vous, selon vous, comme une avancée importante pour la justice environnementale? Effectivement, c'est une avancée et nous avons pensé que bien avant cela, nous ne pouvons pas rester croiser les bras, d'autant plus que les pays regorgent des tribunaux qui sont régulièrement compétents pour poursuivre toutes les infractions. Et donc, nous pensons qu'en attendant que ces parquets, ces cours et tribunaux en général soient créés, il est important de renforcer les capacités des juridictions actuelles. C'est-à-dire qu'il est important de renforcer les capacités des magistrats qui sont déjà efficaces sur le terrain pour qu'ils travaillent à rechercher les infractions environnementales. Et par exemple, au niveau de certains parquets, il peut y avoir des cellules ou des sections bien spécialisées, ou dans un parquet, on peut avoir 1 ou 2 magistrats qui sont spécialisés sur des questions environnementales, pour lesquelles le chef d'office va charger de ne travailler que sur ces questions-là. Et de l'autre côté, il peut y avoir aussi, au niveau des tribunaux, des chambres spécialisées. Il y a des magistrats ou des juges, qui vont travailler sur ces questions. Et en dehors de cela, il y a des procédures prévues au niveau du droit international, des procédures d'amicus curiae, qui permettent à ce que les parties, notamment des spécialistes sur des questions environnementales, préparent des notes techniques pour adresser au chef des juridictions ou au chef de parquet en termes d'information, en termes d'orientation, pour mieux traiter effectivement des questions environnementales. Ça serait une phase préalable qui préparerait le pays à se doter des juridictions environnementales. Mais nous insistons que cette solution serait vraiment transitoire, mais la solution durable serait de permettre au pays de se doter des textes d'une loi spécifique qui crée ces juridictions et qui permettent à ce que ces juridictions soient actives. Parce que vous avez vu, par exemple, le jour passé, il y a eu un récent cas de pollution des eaux à la suite d'une activité minière. Oui. Et donc, nous avons salué l'action du ministère du ministre de la Justice, qui n'est pas resté indifférent de cela. À la suite de plusieurs analyses, de plusieurs notes qui ont été présentées, le ministre de la Justice a effectivement donné injonction au procureur général pour la Cour de cassation d'ouvrir une information judiciaire. Et donc ça, c'est déjà une avancée dans l'application de la loi sous le regard effectivement de la justice. Et nous pensons que cela constitue des actions qu'il faut encourager, que le ministre de la Justice ait toujours un regard sur les violations des règles environnementales, mais aussi que les parquets jouent le rôle de poursuivre ces infractions et puis de les déférer devant les juges. Maître, les cours et tribunaux, mais aussi ces parquets spécialisés dont vous avez fait mention, pourraient-ils traiter en priorité quel genre de crimes, la déforestation illégale, la pollution minière ou trafic d'espèces ou quelle sorte de crimes? Alors, nous pensons que devant les cours et tribunaux, l'important c'est d'avoir l'auteur d'une infraction. C'est les magistrats qui qualifient ou qui disqualifient l'infraction. C'est-à-dire qu'il faut faire l'inventaire des infractions les plus récurrentes. Par exemple, pour ce qui est de la faune et de la biodiversité, c'est plus des infractions liées à la criminalité faunique. C'est-à-dire, c'est des abattages illicites, illégaux des espèces de faune et de la flore protégées. Par exemple, lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui abat une espèce protégée comme un lion, comme certains reptiles, ainsi de suite, éléphants, ainsi de suite, ça, c'est des infractions qui peuvent être déférées, poursuivies, déférées devant les juges. Mais il y a aussi des infractions de pollution des eaux, des pollutions sonores, ainsi de suite, qui sont bien réglementées par la loi. Il y a des infractions de pollution des eaux,
par des mines, il y a des pollutions des eaux par les hydrocarbures. En fait, pour dire que ces parquets et ces tribunaux devront jouer un rôle dans la globalité de poursuite des infractions environnementales, sans distinction aucune. Et en quoi est-ce que ce parquet pourrait-il contribuer à la lutte contre l'impunité des crimes environnementaux? Alors, vous savez que le parquet, déjà par le mot, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on vous amène au parquet, il y a déjà un effet dissuasif. Ouais. Les ministères publics, le parquet, donc le ministère du parquet, n'est pas là pour cajoler ceux qui détruisent l'environnement, ceux qui portent atteinte à la faune et à la flore. Mais ils seront là pour poursuivre et donner des sanctions exemplaires, notamment à travers des instructions et déférer des cas devant les cours et tribunaux qui, eux, auront vraiment à donner des peines prévues par la loi. Et nous pensons que le premier effet, ce sera de la dissuasion. La dissuasion où on saura que lorsqu'on arrête une personne ou un réseau de délinquants environnementaux, et donc il y a des sanctions, et ça va réduire un peu le taux des infractions, quoi. Et dans la plupart des cas, les communautés sont les premières victimes des crimes environnementaux. Quel rôle doivent jouer ces communautés-là dans des sociétés civiles, les médias, dans la protection de la justice environnementale? Alors, au niveau des communautés, il y a deux défis. Le premier défi, c'est la connaissance de la loi. Mais le deuxième défi, c'est à la fois la présence ou pas, c'est-à-dire la distance qui règne entre ces communautés et les cours et tribunaux. C'est comme ça que dans le cadre de notre travail en tant que juriste pour l'environnement au Congo, nous travaillons aussi pour le respect des droits humains dans la gestion, dans l'exploitation des ressources. En cela, nous mettons en place des bureaux de consultation gratuites qui ont pour mission de recueillir effectivement des plaintes des communautés et dans l'entretemps des adresser devant les cours et tribunaux. Mais pour faciliter effectivement ce travail, nous mettons en place par exemple un mécanisme de gestion des plaintes où les plaintes sont collectées mais traitées de manière négociée, traitées à l'amiable pour assurer qu'effectivement leur solution ne porte atteinte à la fois à la vie communautaire mais aussi à la gestion durable. Et donc, il est important qu'au niveau des communautés, qu'il y ait par exemple des points focaux, de personnes qui connaissent la loi, des personnes qui sont formées, qui ont l'ABC du droit de l'environnement, qui peuvent comprendre la procédure, qui peuvent collecter des plaintes de communautés, qui peuvent les adresser, ainsi de suite. Et vous, je dirais que vous travaillez avec... comment est-ce que vous travaillez avec ces communautés-là pour recueillir surtout ces plaintes-là? Alors, Juristes pour l'environnement au Congo, comme je l'ai dit, est une organisation non gouvernementale qui travaille d'abord pour l'émergence du droit de l'environnement. Notre travail, c'est d'apporter l'information sur le droit de l'environnement, mais c'est aussi de défendre à la fois les communautés, les populations, ainsi de suite, en cas de violation de leurs droits. C'est de faciliter l'accès à l'information, faciliter certains processus sur le volet juridique institutionnel. Et pour le cas spécifique, je vais résumer un peu rapidement un projet que nous avons mis en place sur les mécanismes de gestion des plaintes dans le parc d'Essalonga, où nous avons mis en place un bureau avec l'appui des partenaires, avec l'appui du gouvernement allemand, ainsi de suite. Nous avons mis en place un bureau de consultation gratuite qui avait pour mission de sensibiliser la population, de récolter leurs plaintes, de les traiter et de voir comment les adresser, notamment auprès de l'agence de gestion des parcs et autres. Et avec ça, le fruit était assez important parce que la population a compris ses droits, ses obligations, mais elle est arrivée aussi au point de présenter des plaintes et certaines plaintes ont trouvé de solutions. Et nous avons pensé que ces mécanismes étaient un outil assez important qu'il fallait même intégrer dans la réforme forestière qui est en cours, de voir comment, à chaque fois qu'il y a des conflits, par exemple entre les exploitants forestiers et les communautés, comment régler ces conflits à l'amiable au lieu de les adresser sous forme de procédures judiciaires assez longues, souvent aux grandes dames des populations, ainsi de suite.
Maître, nous chutons petit à petit avant de nous séparer. Selon vous, Maître, quelles sont les mesures prioritaires à mettre en République démocratique du Congo pour garantir la justice environnementale, surtout efficace pour que le pays ne puisse plus subir ces genres de crimes? Effectivement, nous l'avons dit, la justice existe au pays. Dans notre pays, il y a des cours et tribunaux qui sont opérationnels, qui sont actifs. Et nous pensons qu'à cela, il faut ajouter un peu un brin de l'environnement. C'est-à-dire que, premièrement, nous pensons qu'il faut renforcer la sensibilisation, il faut apporter l'information au niveau des acteurs de la justice, des magistrats, des avocats, des greffiers, des officiers de police judiciaire, même des policiers. Il faut leur apporter de l'information sur ce qui est dit par la loi, sur ce que l'État prend comme résolution au jour le jour. Parce qu'on peut mobiliser des millions pour préserver l'environnement, pour le bien-être de la population, pour le bien-être de la planète. Mais s'il n'y a pas une bonne application de la loi, ce serait vraiment des mobilisations vaines, quoi. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut renforcer l'action des cours et tribunaux. Il faut renforcer les capacités des magistrats. Il faut mettre en place des cellules qui sont spécialisées pour suivre cela. Et il faut permettre aux magistrats de faire leur travail, leur doter des moyens nécessaires. Et au finish, nous pensons qu'il est important que le Parlement dote le pays d'une loi spécifique sur des juridictions spécialisées qui permettront d'avoir des juges et des magistrats spécialisés sur le droit de l'environnement qui vont appliquer la loi. Et c'est ces magistrats-là qui vont aider l'administration à bien faire le travail. Parce que l'administration, notamment l'administration de l'environnement, a notamment pour rôle de sensibiliser, de maximiser les recettes. Alors s'il y a à chaque fois des infractions environnementales, des minorations de recettes, ainsi de suite, et donc c'est l'État qui perd. Il est tout à fait important de renforcer le rôle du magistrat et du juge pour appliquer la loi. Renforcer le rôle du magistrat et du juge pour appliquer la loi, Maître. L'année dernière, vous avez organisé un concours de procès fictifs dans plusieurs universités du pays. Quel était l'objectif poursuivi à travers l'organisation de ces procès fictifs? Très bien, bonne question. J'ai dit au début que notre organisation a pour mission de travailler pour l'émergence du droit de l'environnement. Nous sommes des juristes spécialisés sur ces questions et nous faisons régulièrement face à des demandes d'informations, ainsi de suite. C'est notre travail. Nous avons pensé qu'il était important de préparer la jeunesse. De préparer la jeunesse pour prendre le relais sur ces questions de droit de l'environnement. C'est pour cette raison que nous avons identifié pour la ville de Kinshasa une dizaine d'universités ayant des facultés de droit en leur sein, où nous avons recruté au moins 50 étudiants en qui nous avons donné des formations de base sur le droit de l'environnement. Des formations sur le droit international de l'environnement, sur le droit national, sur la justice environnementale, ainsi de suite. Et après ces formations, nous leur avons donné des thématiques sous forme de concours. Les étudiants ont présenté des réflexions qui font avancer l'application du droit de l'environnement. Et donc, le projet intitulé « Contribuer à l'émergence du droit de l'environnement par l'organisation de procès fictifs » a vu le jour l'année passée. Il y a eu 10 universités qui ont concouru, il y a une qui a remporté. Et nous pensons, là nous sommes en train de travailler pour pérenniser ce procès fictif en droit de l'environnement, pour l'amener au niveau de province, pour que demain, après-demain, nous ayons effectivement une classe des juristes spécialisés sur les questions environnementales qui vont travailler dans des juridictions spécialisées qui seront créées et qui vont appuyer l'État au sein des directions normatives, qui vont appuyer les secteurs privés, les sociétés qui ont besoin des juristes spécialisés sur les questions environnementales, qui vont conseiller les partenaires, qui vont conseiller la population pour bien gérer l'environnement, parce qu'en fait, celui qui travaille sur les questions environnementales ne travaille pas seulement pour lui-même, il travaille pour l'humanité, il travaille pour le bien de la planète. Merci beaucoup, Maître. Merci d'être passé à EcoVert. Je sais que c'est la première, ça ne sera pas la dernière. C'est un honneur pour nous de participer à cette émission. C'est la première. Nous voulons d'abord vous féliciter pour ce travail. Merci beaucoup. La protection de l'environnement, c'est pas seulement un devoir de tout le monde, mais c'est aussi une nécessité. Et donc nous vous encourageons. Merci. Et à chaque fois que vous aurez besoin de nous, nous serons là, disponibles. Merci beaucoup, Maître.
La terre n'est pas un héritage de nos parents, mais un prêt que nous offrons à nos enfants. C'est par ces mots que nous mettons terme à ces numéros de votre magazine Découverte, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Bravo Télévision. Au revoir.